Les Gabonais sont toujours dans l'attente du nom de leur prochain président. La commission électorale s'est réunie à 19 heures en séance plénière. Elle centralisera les votes. C'est le ministre de l'Intérieur qui dévoilera le résultat du scrutin présidentiel du week-end dernier. Second septennat pour Ali Bongo ou alternance de son opposant Jean Ping, nous le saurons dans les prochaines heures. Ici en Côte d'Ivoire, au palais présidentiel, le président de la République Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le vice-président exécutif de la Société financière internationale. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la SFI. L'anarchie prévaut dans la gestion du domaine foncier rural. Pourtant, une loi est en vigueur depuis 1998 pour mettre définitivement un terme à cette situation. Dans ce journal, nous verrons comment l'État déploie des efforts pour assainir et garantir l'accès à la propriété foncière rurale. Bonsoir et bienvenue. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué de la présidence de la République relatif à l'élection présidentielle au Gabon. Suite aux informations relatives à l'ingérence de M. Mamadi Diané dans le processus électoral de la République sœur du Gabon, il est mis fin à ses fonctions de conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire à compter de ce jour. La présidence de la République condamne cet acte d'ingérence et rassure les autorités et le peuple gabonais qu'elle tient au strict respect de la souveraineté de la République gabonaise. La présidence de la République de Côte d'Ivoire réaffirme sa ferme volonté de tout mettre en œuvre pour continuer à préserver les liens d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre les deux pays. Rendons-nous au palais présidentiel où le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui le vice-président exécutif de la Société financière internationale SFI. Avec Jean Le Ouérou, le chef de l'État a débattu du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la SFI, notamment l'appui de cette institution au secteur privé. Awatouri. La Société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, veut stimuler les investissements privés en Côte d'Ivoire. À Abidjan, depuis le 29 août, le vice-président exécutif de cette institution financière est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point du soutien de la SFI à l'amélioration de l'environnement des affaires et à l'appui au secteur privé ivoirien. Un programme qui a pour cible les petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur les femmes chefs d'entreprise. On a décidé d'accroître les investissements de la SFI en Côte d'Ivoire. Donc on a fait un petit tour sur de différents secteurs, en particulier l'énergie, mais aussi les secteurs de l'agribusiness et d'autres, comme on a fait avec le gouvernement. Et en fait, c'était plus une volonté des deux côtés de porter cette collaboration qui marche très bien au niveau supérieur. Il y a aussi finalement le travail qu'on fait ensemble sur la continuation des réformes de l'environnement des affaires, qui est très important. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais dans ce domaine, comme vous savez, il faut toujours continuer à améliorer cet environnement des affaires. Notons qu'en 2015, la SFI a mobilisé environ 9 000 milliards de francs CFA au profit du secteur privé au niveau mondial, en vue d'accroître la capacité de ce secteur à participer aux efforts de lutte contre la pauvreté. Après la présidence de la République, direction la Cour pénale internationale à La Haye. Après plus d'un mois de pause, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a redémarré cet après-midi. La Chambre a suspendu la séance jusqu'à demain, mercredi. Les juges attendent une évaluation des mesures de protection à accorder aux prochains témoins. Michel Digri. Bonjour à tous ici dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public. Et bienvenue. Après les vacances judiciaires, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce mardi à la Cour pénale internationale. 5 minutes après l'ouverture de l'audience, la Chambre annonce un huis clos partiel. Et nous resterons en audience à huis clos partiel jusqu'à ce que la Chambre rende sa décision en audience publique
sur la base de ce qui aura été débattu en audience à huis clos partiel. Après avoir entendu toutes les parties, les juges délibèrent et rendent finalement leur décision. Ils exigent une évaluation des mesures de sécurité à accorder aux futurs témoins avant le début de l'interrogatoire prévu pour ce mercredi 31 août. Depuis le début du procès, 13 témoins se sont succédés à la barre. 4 d'entre eux sont intervenus à visage découvert. Les audiences ont été l'occasion pour les témoins de dire leur part de vérité sur la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, mais surtout sur la crise post-électorale qui a occasionné environ 3000 morts. Une loi sur le domaine foncier rural est en vigueur depuis 1998. Son but, mettre définitivement un terme à la situation confuse qui règne dans le domaine foncier rural. Il se trouve pourtant que l'anarchie prévaut dans cette gestion. Une situation due notamment au mauvais usage des droits coutumiers, à la prolifération des transactions illégales ou l'inapplication de la loi de 1998. Des actions sont entreprises par l'État pour assainir et garantir l'accès à la propriété foncière rurale. On en parle avec Mama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Nous allons renforcer votre droit à la propriété foncière rurale en intégrant dans la nouvelle constitution les dispositions de la loi relative au foncier rural qui prévoit que la terre ne peut appartenir qu'à l'État, aux collectivités territoriales et aux personnes physiques ivoiriennes. À cet effet, nous avons décidé, en Conseil des ministres, de la mise en place de l'Agence foncière rurale à Fort, afin d'accélérer la délivrance des titres de propriété. C'est l'une des annonces fortes du dernier message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, la création prochaine d'une agence d'exécution dédiée à la sécurisation du foncier rural, un domaine regroupant l'ensemble des terres cultivables situées en zone rurale. Selon les estimations, le domaine foncier rural du pays représente environ 23 millions d'hectares de terres, un potentiel agricole dont la gestion, durant plusieurs décennies, par les droits coutumiers, a débouché sur une situation foncière confuse, marquée par une prolifération des transactions illégales et des conflits récurrents. Pour mettre fin à une telle anarchie, une loi sur le domaine foncier rural voit le jour en 1998, loi qui connaîtra des difficultés de mise en œuvre en raison de la crise sociopolitique des années 2000. Ce qui était prévu à l'origine, c'est qu'il y ait des campagnes d'explication dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, mais également des campagnes de sensibilisation dans toutes les sous-préfectures et dans tous les villages. Et la réalité est que ces opérations d'explication, de sensibilisation n'ont pas pu se faire véritablement. Il y a également que les procédures sont perçues comme étant complexes et longues. Après la crise post-électorale de 2011, le gouvernement Ouattara prend en main la question foncière. Dans cette dynamique, un séminaire gouvernemental est organisé en juin 2012 à Yamoussoukro. De nombreuses décisions y seront arrêtées. Le positionnement du droit au cœur de la question foncière, la prise des textes d'application complémentaires et leur mise en œuvre, la délimitation et la sécurisation des terroirs villageois, la libération des terres illégalement occupées dans les forêts classées, parcs, réserves et aires protégées, le renforcement de l'engagement de l'État dans la réglementation foncière, notamment en matière de transactions foncières, de purge des droits coutumiers, de constitution de réserves foncières au profit des projets sociaux et par la promotion de la politique de l'aménagement foncier par les entreprises privées agréées. La réduction des lourdeurs administratives, la sensibilisation des populations en vue de l'application effective des dispositions législatives et réglementaires prescrites, la réduction et la simplification de la procédure d'obtention des titres, l'amélioration de l'accès à la justice et la célérité des procédures de règlement des conflits. L'érection du stéliona en infraction. Le stéliona étant la fraude consistant à vendre ou à hypothéquer un même bien à plusieurs personnes ou à vendre un bien dont on n'est pas propriétaire.
Ces nombreuses décisions vont sonner le déclic dans la mise en œuvre de la loi sur le domaine foncier rural. Pour preuve, de 39 certificats fonciers délivrés entre 1999 et juin 2011, le bilan actuel est de 3018 certificats fonciers délivrés. Une avancée notable que l'État veut consolider avec l'opération de délimitation des territoires de village. Ce avec le concours financier de ses partenaires au développement. Ainsi, la Banque africaine de développement prendra en charge la délimitation de 1761 territoires villageois, 1740 au compte de l'Union européenne via le Trésor public ivoirien et 1210 pour l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement-développement. Nous avons la carte de la Côte d'Ivoire avec des départements, des sous-préfectures, des régions qui y sont dessinées. Mais tant que cette opération de délimitation des territoires du village n'a pas été menée à bien, tout cela reste artificiel. Ce que je veux dire en clair, c'est que si on a un problème entre un village A qui appartient à une sous-préfecture et un village B qui appartient à une autre sous-préfecture, les données qui sont disponibles sur la carte ne peuvent pas permettre de régler ces problèmes-là. Donc c'est l'opération de délimitation des territoires des villages qui va permettre de connaître les vraies limites des villages, mais également les vraies limites des sous-préfectures, les vraies limites des départements, les vraies limites des régions, ainsi de suite. L'avènement prochain de l'AFOR, la délivrance accrue des certificats fonciers, la vulgarisation et l'application effective de la loi de 1998, sans compter l'opération en cours de délimitation des territoires villageois. Autant d'initiatives qui marquent la détermination de l'État à résoudre définitivement l'anarchie dans la gestion du domaine foncier rural. La cohésion sociale et la paix durable sont à ce prix. En économie, les procédures de passation de marché sont au centre d'une rencontre de renforcement de capacité. Elle a été initiée par le secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement C2D. Cet atelier va aider les acteurs impliqués dans l'octroi des projets du C2D à s'approprier les nouvelles dispositions réglementaires des marchés publics et à user de ces nouveaux textes dans la passation des marchés C2D. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CEDD, 336 marchés ont été passés pour 288 milliards de francs CFA. Ces résultats obtenus de 2013 à ce jour ne peuvent cacher les difficultés dans l'exécution des projets. Ces difficultés concernent pour l'essentiel la non-maîtrise des procédures en vigueur, la définition des critères de sélection des entreprises, se sont avérés bien souvent disproportionnés et fort contraignants au regard du niveau de complexité réel des acquisitions à réaliser. Cette session de formation, une opportunité pour les acteurs opérationnels. En réalité, la mise en œuvre des procédures simplifiées, qui est l'élément nouveau de la session, est exclusivement l'affaire des unités de coordination, la direction des marchés publics s'étant retirée de la gestion opérationnelle des procédures jusqu'à 300 millions de francs CFA. Il s'agit pour ces unités de terrain d'élaborer des outils de visibilité, de monter des dossiers d'appel d'offres de qualité avec des critères objectifs et non orientés. À l'expérience du passé, la partie ivoirienne se révèle déjà comme un bon élève. Merci à tous pour votre engagement dans l'exécution du C2D, dont les résultats sont désormais tangibles et importants, et qu'ils seront encore plus dans les années à venir, puisque les décaissements actuels sont de l'ordre de 300 milliards de francs CFA, pour un total des deux C2D de 1150 milliards. Il reste donc encore quelques marchés à passer. Des marchés pour lesquels le gouvernement entend élargir son portefeuille de projets. On s'intéresse aux périodes de soldes réglementées en Côte d'Ivoire par un décret depuis le 6 mars 2013. 2 périodes de soldes sont autorisées dans l'année, du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. Constat, ces périodes de soldes ne connaissent pas d'affluence. De plus, les clients qui souhaitent profiter de ces périodes sont parfois mécontents. Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame nous expliquent pourquoi. En ce mois d'août à Abidjan, difficile de circuler sans rencontrer un panneau publicitaire annonçant les soldes dans les grandes et petites surfaces. Toutes entendent ainsi profiter de cette deuxième période des soldes de l'année qui se tient du 10 au 31 août.
Mais sur le terrain, ce n'est pas la grande affluence. Au début, ça allait un peu, mais actuellement, nous rentrons de plein pied dans la rentrée scolaire. Donc, c'est un peu difficile. On avait voulu peut-être que par rapport à un déstockage de près de 80%, mais bon, on n'a pas atteint, peut-être on a à peine à peut-être 40-30% de ce qu'on espérait. Attirés par les annonces de soldes, Marcel Loboué et Jacques Kwasi décident de faire les magasins. Tous deux en répartiront dessus. Les articles en solde ne sont pas à leur portée. Le salon que j'ai juste à côté de moi, à ma droite, il fait 4 millions, je crois bien. Il fait 4 millions. Ça veut dire qu'avant la solde, ça veut dire déjà plus que ça, parce qu'on n'a pas une réduction de 20%. Donc ça peut être déjà plus que ça. Alors je trouve quand même que c'était un peu cher. Quand il y a solde, on se dit qu'il y a forcément des diminutions au niveau des articles. Donc on vient voir, on se rend compte que généralement c'est pratiquement les mêmes prix qui sont affichés. Comment savoir qu'un produit est réellement en solde? Seulement en affichant le prix avant et après solde, comme l'indique la réglementation survenue en 2013. Pas évident pour faire de bonnes affaires, même quand on a l'habitude de fréquenter un magasin. C'est le cas de cette cliente anonyme qui ne garde pas un bon souvenir de ses soldes du mois d'août. Le 6 août, dans un magasin, et c'était pas encore la période des soldes. Je voulais acheter une chaussure. Je l'ai achetée à 21 500 le 21. Je suis retournée dans le même magasin et j'ai vu la même chaussure. J'étais curieuse de voir avec les soldes qu'est-ce que ça donnait. Et j'ai vu la chaussure était au prix. Ancien prix, ils ont mis un ancien prix, 25 500. Et c'était barré. Et soldé, ça faisait 20 500. C'est vraiment une arnaque. Face à de telles dérives, les associations de consommateurs indiquent la voie à suivre. Ces genres de situations doivent être dénoncées et les consommateurs ne doivent pas hésiter à venir vers leurs organisations de consommateurs pour que nous prenions des initiatives pour que ces genres d'attitudes-là ne prospèrent pas. De son côté, le ministère du Commerce assure qu'il veille au grain en procédant régulièrement à des opérations de contrôle des prix. Si on se rend compte qu'antérieurement, ce produit-là, il était vendu à 100 francs et que lui, par son affichage, il fait croire que le produit coûtait 125 francs et puis il fait un abattement, une réduction de 25 francs, alors vous voyez qu'on se retrouve devant un cas de publicité mensongère ou de tromperie. Donc dans ce cas-là, la loi vraiment, elle est très sévère là-dessus et il y a des sanctions qui vont être infligées à ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là. Beaucoup plus une amende pécuniaire. L'amende pécuniaire en question, 200 000 à 1 million de francs CFA. Pas besoin d'en arriver là, car la période de solde profite à tous, à savoir écouler les stocks longtemps restés invendus pour les commerçants et avoir des produits de choix à moins de coût pour les consommateurs. Pour l'État, ce sera un combat de plus de gagner dans la lutte contre la vie chère. La Banque mondiale a débloqué 25 milliards de francs CFA pour aider les jeunes à s'insérer dans la vie active. Une action qui se situe dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. 10 régions et districts vont bénéficier de ce financement. La mise en œuvre de ce projet et sa pérennisation ont été évoquées par le Bureau de coordination des programmes emploi et les collectivités décentralisées au cours d'une rencontre. Grâce Kandou. Le gouvernement ivoirien multiplie les actions sur le terrain pour trouver des solutions aux problèmes de l'emploi jeune. La Banque mondiale a octroyé des ressources additionnelles dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Un financement de 25 milliards de francs CFA a été décaissé pour l'insertion de 31 500 jeunes. Mais comment pérenniser ces emplois en impliquant les collectivités décentralisées? La question réunit les acteurs du secteur à Grand-Bassam. Pendant que le financement est actif, il faut impliquer les collectivités territoriales qui sont donc les élus proches des populations, faire en sorte qu'on puisse leur transférer notre technicité, notre savoir-faire en matière de gestion et bien entendu au niveau technique, faire en sorte que lorsque le financement va s'achever, que les activités puissent se poursuivre. Les jeunes représentent l'avenir du pays et sans emploi, eh bien, il n'y aura pas de stabilité véritable. Alors, ce projet qui est financé par la Banque mondiale et piloté par le ministère de la Promotion des Jeunes est un projet très important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sont concernés par ce projet
Les jeunes âgés de 18 à 35 ans, diplômés, non diplômés et non scolarisés. Cette complémentarité entre le pouvoir central et les collectivités territoriales se traduit par des conventions. La mutualisation des ressources pour mettre en place des fonds de garantie pour le financement de projets des jeunes, sans oublier l'appui à la création et l'animation d'incubateurs d'entreprises basés sur les ressources et opportunités locales. Les jeunes bénéficiaires interviendront dans plusieurs domaines d'activité, notamment dans l'agro-pastoral, l'entrepreneuriat et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Rôle des infrastructures routières dans l'émergence des pays africains. C'est le thème des 16e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR. La rencontre ouverte à Yamoussoukro va réunir pendant 4 jours des délégations venues de 33 pays africains. Ces assises marquent les 20 ans de l'AGEPAR. Kader Sogodougou. Les pays africains membres de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR, tiennent leur 16e assise en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de 5 jours va tourner autour des efforts à consentir pour permettre à ces pays de disposer de réseaux routiers en bon état. Le thème de ces assises, rôle des infrastructures routières dans l'émergence des pays africains, est révélateur. L'émergence est un tout, dont l'atteinte passe par des infrastructures de qualité, parmi lesquelles les routes. La réalisation d'un pont pour franchir un obstacle apporte un changement inestimable dans la vie d'une communauté. Le réseau routier ivoirien, quant à lui, fait 82 000 km. Seulement 6 500 km sont bitumés. Des difficultés comme l'accès au financement, l'entretien de routes ou la réalisation de nouvelles routes bitumées sont des réalités. Toutefois, ces dernières années, le paysage routier ivoirien a connu un changement positif. Nous avons 6 500 bitumés et nous comptons en bitumés d'ici 2020 près d'1 millier de kilomètres supplémentaires. Et nous allons renforcer 4 500 km existants déjà, mais que nous allons réhabiliter, renouveler complètement. L'exemple de la Côte d'Ivoire va faire école durant ces 16e assises de l'AGEPAR. Je peux dire que ce que je vois depuis la dernière fois que j'étais ici, ça montre vraiment qu'il y a un dynamisme dans les infrastructures routières. Et ça doit inspirer d'autres pays à pouvoir mettre en place des politiques dans ce sens-là pour le développement des routes dans nos pays. Le ministre des Infrastructures économiques de Côte d'Ivoire, à l'ouverture des travaux, a partagé la vision du gouvernement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la volonté politique est claire et affichée, non seulement d'aller à l'émergence, mais de considérer que le secteur du développement des infrastructures routières est un facteur clé de cette émergence. Des ateliers et des exposés vont meubler ces 16e assises de l'AGEPAR qui vont s'achever le 1er septembre. Une autre rencontre regroupe les États de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers réfléchissent à la consolidation de l'État de droit et la promotion de la réforme de la justice dans la sous-région ouest-africaine. Ce conclave se propose également d'identifier les défis qui se posent au système judiciaire afin d'y apporter des solutions. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sidonie Davila. Tout pouvoir judiciaire, pour être efficace, doit être indépendant. Ce principe de droit doit devenir une réalité en Afrique de l'Ouest. Ensemble, les pays ont décidé de travailler à améliorer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Représentants d'instances judiciaires, experts, membres de la société civile examinent à Abidjan les défis qui se posent au système judiciaire en vue de consolider la pratique du droit dans la sous-région. L'Afrique que nous voulons est une Afrique où la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et la primauté du droit seront pleinement ancrés. Selon le ministre de la Justice, l'indépendance du pouvoir judiciaire est un impératif pour le renforcement des acquis démocratiques, la promotion de la bonne gouvernance et aucun pays ne peut s'y soustraire en ce 21e siècle. On a une justice qui est crédible et d'ailleurs avec les procès qui se passent, vous vous rendez compte, il suffit tout simplement aujourd'hui de renforcer les moyens humains et matériels
pour que la justice soit plus proche des concitoyens et encore plus efficace. Cette réunion régionale sur la consolidation de l'état de droit et la promotion de la réforme de la justice dans la sous-région ouest-africaine est une initiative de l'Union africaine. Cette rencontre de 3 jours devrait permettre aux pays de l'Afrique de l'Ouest de franchir des paliers supplémentaires dans la promotion de l'état de droit et les réformes judiciaires en Afrique. Parlons santé, 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, dont plus de 8 millions de décès en 2012 dans le monde selon l'OMS. La lutte contre les cancers doit donc être renforcée. L'amélioration de la prise en charge pathologique des cancers est au cœur de la 10e conférence scientifique annuelle qui se tient à Grand-Bassam. Des pathologistes venus de tous les continents y participent. Ami Sissoko. C'est jusqu'en 2014 que j'ai commencé à voir les signes. Par des saignements, j'ai fait le traitement à l'indigène, mais à chaque fois ça revenait. Et je suis allée voir mon gynéco. Il a prévu faire un test, quoi. Et j'ai amené ça au labo. C'est après le résultat du labo que j'ai su que c'était le cancer du col de l'utérus. C'est l'examen anatomo-pathologique qui a permis à cette dame de savoir qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus, le 2e cancer de la femme après celui du sein. En Côte d'Ivoire, cet examen ne se fait que dans les 2 seuls services d'anatomie pathologique des CHU de Trècheville et de Cocody. Il y a plusieurs moyens de diagnostic. Vous avez l'imagerie, c'est-à-dire le scanner IRM, mais le diagnostic pour permettre le traitement, c'est l'anatomie pathologique. C'est-à-dire c'est l'examen au microscope qui va permettre de dire voici la cellule qui est en train de se cancériser. Et ça, c'est un élément important, puisque sachant cela, on a aujourd'hui des médicaments qui sont orientés, qui sont dirigés sur la cellule qui se cancérise. Mais c'est nous qui disons voici la cellule qui se cancérise. Aujourd'hui, pour améliorer la prise en charge des cancers, le professeur Isidore Mouenou Diomandé, à la tête de la Société ivoirienne de pathologie, reçoit ses pairs anglophones et francophones. Ils sont membres de l'Académie internationale de pathologie. Cette 10e conférence scientifique annuelle, une première dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de favoriser l'intégration, la formation, les échanges entre les anglophones et les francophones pour la formation et puis le diagnostic des pathologistes, ce qui va nous permettre vraiment d'être plus utiles à nos systèmes de santé. C'est la première fois qu'on tient dans un pays francophone dans le but de créer un réseau entre les pathologies francophones et les pathologies anglophones et aussi aller vers la fusion des 2 sociétés. Ces pathologistes viennent d'Afrique, du Canada, des États-Unis et de l'Europe. 4 jours d'échange d'expériences, de partage et d'enseignement sur les cancers de la prostate, du sang, du sein, du col de l'utérus et sur l'urologie. Cancer in itself, it's a very, very huge disease. Le cancer aujourd'hui est un problème de santé publique qui affecte essentiellement les jeunes filles en âge de procréer, essentiellement le cancer du col de l'utérus et ensuite le cancer de la prostate chez les personnes âgées. Ceux qui s'occupent du cancer en Afrique ne sont pas organisés, donc il faut d'abord venir créer une collaboration entre les pathologistes, créer des centres de traitement pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont été diagnostiquées et surtout développer des mesures efficaces pour la prévention. On a eu la participation d'un pathologiste canadien qui nous a instruit sur les nouvelles données du Gleason, c'est-à-dire la classification des cancers. Ce sont des connaissances qui sont actualisées et pour la prise en charge des cancers. Ça nous permet de faire un bon diagnostic et surtout une bonne classification, parce que ce sont des classifications qui ont une valeur pronostique. Le cancer peut apparaître à tout âge. Certaines causes sont liées à l'âge ou à l'hérédité. C'est le cas du cancer du sein, de la prostate et du pancréas, entre autres. D'autres sont liés au tabac, à l'alcool, au surpoids, à l'alimentation déséquilibrée, à l'exposition aux virus, aux bactéries et aux produits chimiques. Selon l'OMS, en 2012, 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, dont plus de 8 millions de décès dans le monde. À l'étranger, les gardes-côtes italiens ont secouru lundi environ 6500 migrants dans 40 embarcations de fortune au large de la Libye. Ils se sont entassés à 700 sur un bateau de pêche. Certains se sont jetés à la mer après avoir reçu un gilet de sauvetage pour tenter de rejoindre les secours. Parmi ces migrants se trouvaient de nombreux bébés et enfants, dont un nouveau-né de 5 jours qui a dû être évacué par hélicoptère vers un hôpital italien.
Les gardes-côtes italiens redoutent une nouvelle affluence record dans cette zone de la Méditerranée. En France, le plus jeune ministre de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing a officialisé aujourd'hui sa démission du gouvernement de Manuel Valls. Michel Sapin, déjà ministre des Finances, récupère son portefeuille. Emmanuel Macron a annoncé qu'il quittait le gouvernement pour se consacrer à son mouvement dénommé En Marche. Dilma Rousseff a été suspendue de ses fonctions de présidente du Brésil. Elle était hier devant le Sénat pour s'expliquer et défendre les 2 dernières années de son second mandat. Dénonçant une conspiration des élites du pays, la présidente savait qu'elle avait peu de chances d'échapper à sa destitution. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics avant sa réélection en 2014. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée sur RTI1.